Nous abordons maintenant la deuxième partie de ce cours de fiscalité, des entreprises en étudiant, la fiscalité des revenus des entreprises. Alors, on commence par une petite introduction pour resituer le problème. Alors, il faut savoir que l'imposition des revenus des entreprises a eu, un peu de mal à émerger, c'est le moins qu'on puisse dire, en France. Certaines tentatives ont été faites à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle pour imposer, les revenus, de l'activité économique, autrement dit les flux d'argent gagnés au titre d'une activité économique indépendante, mais ces tentatives ont échoué. À défaut d'y arriver, on en revenait toujours à 3 aspects, soit on imposait les revenus, échangés ou circulant sur le territoire, c'était par exemple l'imposition indirecte de l'or et des métaux précieux, du sel, des tabacs, des alcools et cetera. C'était aussi la généralisation des octrois, sorte de droits de douane intérieurs perçus pour, les marchandises, franchissant des limites territoriales intérieures à l'État. Par exemple, à l'entrée d'une ville, on connaît encore aujourd'hui l'octroi de mer, ben, le terme et le contenu vient de ce type de taxation. Ou alors, à défaut d'imposer des produits échangés, on en revenait à imposer les personnes en fonction de leur statut individuel, ou professionnel, par exemple l'appartenance à telle ou telle corporation, ou alors on recherchait, les droits qu'ils avaient à exercer et on essayait de taxer ces droits avec, à partir de la Révolution française, la notion, par exemple, de patente. Le but de cet impôt était alors de taxer un revenu extrapolé à partir, d'un outil de travail, par exemple. Soit encore, une troisième solution qui venait, en alternative, je dirais, à une imposition, à une taxation des revenus de l'activité économique proprement dite, soit on en arrivait à, substituer à l'impôt, des revenus, sur l'activité économique, à une solution qui consistait à imposer tout simplement le patrimoine visible, si possible, des personnes, alors des terrains, des bâtiments, du cheptel et cetera, qui pouvaient apparaître comme la marque, ou le résultat, d'une activité économique ou, d'une accumulation de gains. En résumé, on n'imposait jamais vraiment, les revenus d'une activité économique productive proprement dite. Alors comme on l'a vu, une 2e étape, si on peut dire, pour voir un peu cette problématique de l'émergence, d'une imposition des revenus des entreprises. La deuxième étape, ça a été la mise en œuvre du principe de l'imposition des revenus. Alors ce principe est relativement neuf en Europe, hein, il a été initié par l'Allemagne à la fin du 19e siècle et repris par la France, à la veille de la guerre de 14-18, avec l'idée alors le système français n'entrera réellement en vigueur, si on peut dire, qu'en 1917. Hem, L'idée, c'est d'imposer les revenus, mais à ce moment-là, on n'opère pas de distinction, très, très nette, même pas du tout au fond, entre les personnes physiques et les personnes morales. Ça veut dire qu'au fond, on n'impose que les personnes physiques, en supposant que toutes les personnes morales, les sociétés en particulier, sont composées de personnes physiques. Et donc au fond, en visant, les personnes physiques, et ben, on récupérera l'argent, de l'activité économique, à la fois des personnes physiques elles-mêmes, lorsqu'elles sont, elles-mêmes des entrepreneurs, des travailleurs indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs et cetera, et aussi des sociétés, puisque ces sociétés sont supposées être composées, de personnes physiques. Donc on va directement au cœur des revenus avec les personnes physiques. Donc pas d'imposition des personnes morales, pas d'imposition des sociétés. Alors, troisième étape, si on peut dire, l'imposition, des sociétés. Ben, la distinction entre personnes physiques et personnes morales, en matière de fiscalité ne prendra vraiment, corps, qu'à partir de 1948. Donc, après la 2e guerre mondiale. L'entreprise, n'étant pas définie, comme on l'a déjà évoqué, uniformément ni précisément dans le droit français, on va être obligé d'utiliser, la distinction entre personnes, physiques, donc celle qui est initiée, en 1914-1917 avec le nouvel impôt sur les revenus qui est créé à ce moment-là, l'impôt général sur les revenus, comme on dit à l'époque, et la distinction qui est, ajoutée en 1948 avec, la prise en compte des personnes, morales.
Autrement dit, à partir de cette date-là, on aura une imposition des entreprises prenant en compte, d'une part, l'entreprise possédée et dirigée par une personne physique, pour résumer, un travailleur indépendant, et à ce moment-là, cette entreprise sera rattachée à l'imposition des personnes physiques, donc l'imposition sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, et d'autre part, l'entreprise constituée sous forme de personne morale et qui sera rattachée à un nouvel impôt qu'on crée en 1948, qui est l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales. Alors, qu'en est-il de la notion de revenu des entreprises après ce rapide panorama que je viens de faire? D'ores et déjà, on peut indiquer que pour le Code général des impôts, et je cite l'article 1A du Code général des impôts, donc le premier article du Code général des impôts, le Code nous dit qu'il existe un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques. Donc on a déjà une vision qu'on avait déjà approchée jusqu'à présent, à savoir qu'il existe un impôt unique pour les personnes physiques. J'anticipe un tout petit peu, cet impôt unique va concerner à la fois les ménages, les particuliers, et à la fois les entreprises. Et le Code général des impôts poursuit un tout petit peu plus loin en disant que cet impôt, et je cite toujours, est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise. C'est l'article 12 du Code général des impôts. C'est assez intéressant parce que ça signifie plusieurs choses, et en particulier trois choses importantes, je crois. D'abord, le Code va mixer les revenus tirés d'activités à caractère lucratif, les bénéfices, et en particulier les bénéfices des travailleurs indépendants, et les revenus tirés d'autres activités, et en particulier les revenus du travail, les salaires, les revenus de transfert, qui peuvent être des subventions, des allocations, des aides, etc. Donc ça, c'est un premier point. On a la création d'une sorte de panier qui va rassembler l'ensemble des revenus, individu par individu, ou plus précisément ménage par ménage, à travers la notion de foyer fiscal qu'on a déjà évoquée en termes de vocabulaire. Deuxième chose importante qui est évoquée dans ces deux articles que je viens de citer du Code général des impôts, ça va être l'utilisation de la notion de contribuable. Vous vous souvenez que le contribuable, c'est la personne physique ou la personne morale qui doit l'impôt. Eh bien, l'utilisation de cette notion va permettre d'englober les impôts dus par les entreprises et ceux dus par les ménages, à travers la notion de foyer fiscal. Troisième chose importante dans cette approche de la notion de revenu des entreprises, comme on l'a vu et comme on le verra de nouveau, non seulement, donc, et c'est officiel, je dirais, avec ces deux articles, si on avait besoin de ça, non seulement il n'existe pas une définition légale précise et unique de l'entreprise, ça n'est pas donné, bien sûr, comme on le prévoyait dans le Code général des impôts, ni dans les articles que je viens de lire. Donc, pas de définition légale précise, unique de l'entreprise, mais encore plus loin, je dirais, il n'existe pas dans la fiscalité française une catégorie unique de revenus de l'entreprise avec un mode homogène d'imposition. Autrement dit, les revenus des entreprises sont en fonction de la nature du contribuable. C'est une personne physique ou c'est une personne morale. Et en fonction de ses activités, il fait du commerce, il fait de l'artisanat, c'est une profession libérale, il fait de l'industrie, etc., etc. Eh bien, les revenus de l'entreprise seront classés en différentes catégories qui vont obéir chacune à des règles propres, notamment en ce qui concerne en partie les charges déductibles. Alors, par parenthèse, on notera qu'il est même arrivé que ce soit le statut fiscal qui définisse légalement l'entreprise, c'est-à-dire non pas ce qu'on est en droit d'attendre, à savoir l'inverse, le statut légal qui va définir le statut fiscal, mais le statut fiscal qui définit le statut légal. On peut s'en convaincre en regardant par exemple le cas des exploitants individuels placés sous le régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou des micro-bénéfices non commerciaux, micro-BIC ou micro-BNC. On n'étudiera pas ces statuts qui sont des statuts un tout petit peu particuliers, en particulier pour les entreprises individuelles ou les entreprises unipersonnelles même. Mais c'est très intéressant de voir que la fiscalité, non seulement n'utilise pas dans ce cas-là le droit, mais elle va déteindre sur le droit. Alors, quelques mots très rapidement sur les notions de personnes physiques et de personnes morales.
Je ne vais pas développer ces questions-là, puisqu'on a déjà évoqué les notions de personne physique et de personne morale, donc je ne vais pas y revenir très longuement, mais je signale quand même que la réforme de 1948 va maintenir le principe de 1917, à savoir celui de l'imposition des revenus des personnes, mais va le compléter tout simplement avec le dispositif renvoyant à la distinction classique en droit entre les personnes physiques et les personnes morales. Mais cette réforme de 1948 va avoir des conséquences importantes. Elle va confirmer en quelque sorte l'absence de définition légale et homogène de l'entreprise. Donc on vit avec ça, si j'ose dire, en matière de fiscalité depuis cette époque-là. Donc c'est une occasion ratée, mais les circonstances de l'époque sans doute ne le permettaient pas. Deuxième conséquence, le fait que la fiscalité des revenus des entreprises doit être abordée selon la nature du contribuable, ce qui va conduire en pratique à distinguer deux grands types de fiscalité des revenus des entreprises. Alors, si l'entrepreneur est, comment dirais-je, une personne physique, eh ben, il sera imposé au titre de la fiscalité des revenus des personnes physiques. Ça va être l'IRPP, hein, dont on a déjà bien parlé, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En revanche, si l'entreprise est une personne morale, elle sera en principe imposée au titre de la fiscalité des sociétés, avec l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales, ou sous une forme raccourcie, l'impôt sur les sociétés. Alors, vous vous souvenez, on avait dessiné un schéma qui tentait de résumer la structure générale de la fiscalité des revenus des entreprises et qui essayait de faire apparaître cet aspect-là. Donc voilà le schéma, vous vous souvenez, donc on voit, je crois, assez bien apparaître non, non pas l'incohérence du système, mais vraiment le fait que le système ne caractérise pas vraiment les entreprises. Les entreprises donc, vont, comme je le rappelle, être éligibles à deux types d'imposition. Soit l'entrepreneur est un travailleur indépendant, personne physique, etc. Un médecin, un avocat, un garagiste, un restaurateur, etc., etc., un commerçant. Et à ce moment-là, il relèvera en tant que personne physique de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est un impôt qui permet aussi de couvrir les revenus des particuliers, en particulier des personnes dépendantes. Donc on avait vu ce terme, ça vise essentiellement donc, les salariés et toutes les personnes qui ne sont pas des travailleurs indépendants, mais qui perçoivent d'une manière ou d'une autre un revenu non professionnel, enfin qui n'est pas lié à leur travail indépendant. Et deuxième aspect, les revenus des entreprises où l'entrepreneur pourra être éligible à l'impôt sur les sociétés s'il est constitué en personne morale. Voilà en gros ce schéma qu'on avait déjà largement évoqué, mais qui revient à la lumière de cette problématique sur la fiscalité des revenus des entreprises.